l'impulsion du génie détermine à être peintre ou poète ceux qui l'ont apporté en naissant. En effet, il n'y a pas un grand mérite à mettre la plume à la main d'un jeune poète. Le premier venu, son génie seul la lui aurait fait prendre. Le génie ne se borne pas à une simple sollicitation pour obliger celui qui l'a reçu à se produire. Le génie ne se rebute point parce que ses premières impulsions n'auraient pas eu d'effet. Il presse avec persévérance et il sait enfin se faire jour à travers l'inapplication et la dissipation de la jeunesse. Des emplois ou trop élevés ou trop bas, une éducation qui semble éloigner l'homme de génie de s'appliquer aux choses pour lesquelles il est né, rien ne saurait l'empêcher de montrer du moins quelle était sa destinée, quand même il ne la remplit pas. Ce qu'on lui propose pour être l'objet de son application ne saurait le fixer si cet objet n'est pas celui que la nature veut qu'il suive. Il ne s'en laisse jamais écarter pour longtemps et il revient toujours malgré les autres et quelquefois malgré lui-même. De toutes les impulsions, celle de la nature dont il tient son penchant est la plus forte, plus puissante que toute surveillance et que toute éducation. Tout devient palette et pinceau entre les mains d'un enfant doué du génie de la peinture. Il se fait connaître aux autres pour ce qu'il est, quand lui-même ne le sait pas encore. Les analystes de la peinture rapportent une infinité de faits qui confirment ce que j'avance. La plupart des grands peintres ne sont pas nés dans les ateliers. Très peu sont des fils de peintres qui, suivant l'usage ordinaire, auraient été élevés dans la profession de leur père. Parmi les artisans illustres qui font tant d'honneur aux 2 derniers siècles, le seul Raphaël, autant qu'il m'en souvienne, fut le fils d'un peintre. Le père du Giorgione et celui du Titien ne manièrent jamais ni pinceau ni ciseaux. Léonard de Vinci et Paul Véronèse n'eurent point de peintre pour père. Les parents de Michel-Ange vivaient, comme on dit, noblement, c'est-à-dire sans exercer aucune profession lucrative. Andrea del Sarto était fils d'un tailleur et le Tintoret d'un teinturier. Le père des Carache n'était pas d'une profession où l'on manie le crayon. Le Caravage était fils d'un maçon et le Corrège fils d'un laboureur. Le Guide était fils d'un musicien, le Dominicain d'un cordonnier et l'Albane d'un marchand de soie. Lanfranco était un enfant trouvé à qui son génie enseigna la peinture, à peu près comme le génie de Pascal lui enseigna les mathématiques. Le père de Rubens, qui était dans la magistrature d'Anvers, n'avait ni atelier ni boutique dans sa maison. Le père de Van Dyck n'était ni peintre, ni peinture, ni sculpteur, ni peintre, ni sculpteur. Dufresnoy, dont nous avons un poème sur la peinture, qui a mérité d'être traduit et commenté par de Pilès, et dont nous avons aussi des tableaux au-dessus du médiocre à avoir étudié pour être médecin. Les pères des 4 meilleurs peintres français du dernier siècle, Valentin, Le Sueur, Poussin et Lebrun, n'étaient pas des peintres. C'est le génie de ces grands hommes qui les a cherchés, pour ainsi dire, dans la maison de leurs parents, afin de les conduire sur le Parnasse. Les peintres montent sur le Parnasse aussi bien que les poètes. Tous les poètes dont le nom s'est rendu célèbre sont une preuve encore plus forte de ce que j'avance sur la force de l'impulsion du génie. Il n'y aurait point de poète si l'ascendant du génie ne déterminait pas certains hommes à faire leur profession de la poésie. Jamais père ne destine à son fils à faire la profession de poète. Il y a même quelque chose de plus, ceux qui prennent soin de l'éducation d'un enfant de 16 ans tâchent toujours, et l'on sait bien pourquoi, de le détourner de la poésie dès qu'il témoigne un peu trop de goût pour les vers. Le père d'Ovide ne s'était pas même borné à des remontrances pour éteindre la verve de son fils, mais telle est la force du génie, que le petit Ovide, dit-on, promettait en vers de ne plus faire des vers quand on le châtiait pour en avoir fait. La première profession d'Horace fut de porter les armes. Virgile était une espèce de maquignon. Du moins voyons-nous dans sa vie que ce qui le fit connaître d'Auguste, ce furent des secrets pour guérir les chevaux à la faveur desquels ce grand poète s'introduisit dans l'écurie de l'empereur. Mais sans nous arrêter plus longtemps sur l'histoire ancienne, réfléchissons sur la vocation des poètes de notre temps. Des exemples tirés de faits dont on sait les circonstances plus distinctement frapperont mieux que les exemples tirés des siècles passés, et l'on croira facilement que ce qui est arrivé à nos poètes est arrivé aux poètes de tous les temps. Tous les grands poètes français qui font l'honneur du siècle de Louis XIV étaient éloignés par leur naissance et par leur éducation de faire leur profession de la poésie. Aucun d'eux n'était même engagé dans l'emploi d'instruire la jeunesse.
ni dans les autres fonctions qui conduisent insensiblement un homme d'esprit jusque sur le Parnasse. Au contraire, il en paraissait écarté ou par la profession qu'il faisait déjà, ou par les emplois auxquels leur naissance et leur éducation les destinaient. Le père de Molière avait élevé son fils pour en faire un bon tapissier. Pierre Corneille portait la robe d'avocat quand il fit ses premières pièces. Quinault travaillait chez un avocat au Conseil quand il se jeta entre les bras de la poésie. Ce fut sur des papiers à demi barbouillés du griffonnage de la chicane qu'il fit les brouillons de ses premières comédies. Racine portait encore l'habit de la plus sérieuse des professions quand il composa ses 3 premières tragédies. Le lecteur croira même sans peine que les solitaires qui élevèrent l'enfance de Racine et qui instruisirent sa jeunesse ne l'avaient jamais excité à travailler pour le théâtre. Au contraire, ils n'omirent rien pour éteindre en lui l'ardeur de rimer. Le maître, auprès duquel il était particulièrement attaché, lui cachait les livres de poésie française dès qu'il fut aperçu de son inclination, avec autant de soin que le père de Pascal en avait pour dérober à son fils la connaissance de tout ce qui peut faire penser à la géométrie. La Fontaine, revêtue d'une charge dans les eaux et forêts, était destinée par son emploi à faire planter et couper des arbres, et non point à les faire parler. Si l'huilier, le père de Chapelle, eût été le maître des occupations de son fils, il aurait appliqué à toute autre chose qu'à la poésie. Enfin, le monde sait par cœur les vers dans lesquels Despréaux, fils, frère, oncle et cousin de greffier, rend compte de la vocation qu'il appela de la poudre du greffe au Parnasse. Tous ces grands hommes ont montré que c'est la nature, et non pas l'éducation, qui fait les poètes. Que le poète tire sa valeur de la nature elle-même, est stimulé par les forces de son esprit et inspiré par un souffle quasi divin. Sans sortir de notre temps, jetons un coup d'œil sur l'histoire des autres professions qui demandent un génie particulier. Nous verrons que la plupart de ceux qui se sont rendus illustres en exerçant ces professions n'y ont pas été engagés par les conseils et par l'impulsion de leurs parents, mais par une inclination naturelle qui venait de leur génie. Les parents de Nanteuil firent les mêmes efforts pour l'empêcher d'être graveur que les parents font ordinairement pour obliger les enfants à s'instruire dans quelque profession. Nanteuil était obligé de monter sur un arbre et de s'y cacher pour dessiner. Lefebvre, né pour être algébriste et grand astronome, commença de remplir sa destinée en faisant le métier de tisserand à Lisieux. Les fils de sa toile furent pour lui l'occasion de se former dans la science des calculs. Roberval, en gardant des moutons, ne put échapper à son étoile qu'il avait destinée pour être un grand géomètre. Avant que de savoir qu'il y eut au monde une science nommée géométrie, il apprenait et traçait sur la terre des figures avec sa houlette. Quand il se rencontra une personne qui fit attention sur les amusements de cet enfant et qui se chargea de lui procurer une éducation plus convenable à ses talents que celle qu'il recevait du paysan qui le nourrissait. Tant de gens ont pris soin de publier l'aventure arrivée à Pascal qu'elle est sue de toute l'Europe. Son père, loin de le pousser à l'étude de la géométrie, lui avait caché avec une attention suivie tout ce qui pouvait lui donner l'idée de cette science, dans la crainte qu'il ne se livrât avec trop d'affection à ses attraits. Mais il se trouva que le génie seul de cet enfant n'avait pas laissé de le mener jusqu'à l'intelligence de plusieurs propositions d'Euclide. Dénué de guide et de maître, il avait déjà fait des progrès surprenants dans la géométrie sans qu'il eût songé à étudier une science. Les parents de Tournefort avaient fait leur possible pour éteindre en lui le génie qui le portait à l'étude de la botanique. Il fallait pour aller herboriser qu'il se cachât comme les autres enfants se cachent pour perdre leur temps. Bernoulli, qui s'était acquis dès la jeunesse une si grande réputation et qui mourut il y a 35 ans professeur en mathématiques dans l'université de Bâle, s'était livré à cette science, malgré les efforts que son père avait faits durant longtemps pour l'en détourner. Il se cachait pour étudier les mathématiques, et c'est ce qui lui avait fait prendre pour devise un phaéton avec ces mots « En dépit de mon père, je bouscule les astres ». C'est ainsi qu'elle est écrite au bas de son portrait placé dans la bibliothèque de la ville de Bâle, que le lecteur se souvienne enfin ce qu'il a lu, comme de ce qu'il a entendu dire à des témoins oculaires sur le sujet dont il s'agit ici. Je l'ennuierai par les histoires qui prouvent que rien ne fait un obstacle insurmontable à l'impulsion du génie. Il essaie déjà.
N'est-ce pas malgré ses parents que l'auteur moderne de la vie de Philippe Auguste et de Charles VII s'est adonné à composer l'histoire pour laquelle il a reçu de grands talents de la nature? Hercule, Soliman et plusieurs autres pièces de théâtre auraient-elles été composées jamais si le génie n'avait fait violence à leurs véritables auteurs et s'il ne les avait pas forcés de s'occuper à son gré en dépit de l'éducation qu'il avait reçue et de la profession qu'il avait embrassée? Que serait-ce si nous sortions de la République des Lettres pour parcourir l'histoire des autres professions et principalement celle des capitaines illustres? N'est-ce point ordinairement malgré les conseils des parents que ceux qui ne sont point nés dans une famille et dont l'emploi est d'aller à la guerre embrassent la profession des armes? La naissance des hommes peut être considérée de deux côtés. On peut la considérer du côté de leur conformation physique et des inclinations naturelles qui dépendent de cette conformation. On peut aussi la considérer du côté de la fortune et de la condition dans laquelle ils naissent comme membres d'une certaine société. Or, la naissance physique l'emporte toujours sur la naissance morale. Je m'explique. L'éducation qui ne saurait donner un certain génie ni de certaines inclinations aux enfants qui ne les ont point ne saurait aussi priver de ce génie ni dépouiller de ces inclinations les enfants qui les ont apportés en naissant. Les enfants ne sont contraints et ne sont gênés que durant un temps par l'éducation qu'ils reçoivent en conséquence de leur naissance morale. Mais les inclinations qu'ils ont en conséquence de leur naissance physique durent plus ou moins vivre aussi longtemps que l'homme même. Elles sont l'effet de la construction et de l'arrangement de ses organes, et sans cesse elles poussent au penchant où est sa pente. Tu peux chasser le naturel à coups de fourche, il reviendra au galop, dit Horace. Il arrive encore que ces inclinations sont dans toute leur impétuosité, précisément dans l'âge où cesse la contrainte de l'éducation. Objection contre la proposition précédente et réponse à l'objection. On me dira que je n'ai pas une idée juste de ce qui se passe dans la société quand je suppose que tous les génies remplissent leur vocation. Vous ignorez, ajoutera-t-on, que les besoins de la vie à service, pour ainsi dire, la plupart des hommes à la condition dans laquelle ils ont été élevés dès l'enfance. Or, la misère de ces conditions doit étouffer un grand nombre de génies qui se seraient distingués s'ils fussent nés dans des conditions plus relevées. Ergasile. Comme souvent les grands génies demeurent enfouis dans l'obscurité, voyez-moi quel général privé d'emploi. La plupart des hommes, appliqués dès l'enfance à de vils métiers, vieillissent donc sans avoir eu l'occasion d'apprendre ce qu'il était nécessaire qu'ils sussent, afin que leur génie pût prendre son essor. On me dira en style poétique que ce cocher couvert de haillons en lambeaux, qui gagne pauvrement sa vie en assommant de coups de fouet 2 chevaux étiques liés à un carrosse prêt à s'écrouler, serait peut-être devenu un Raphaël ou bien un Virgile, si né dans une famille honnête, il avait reçu une éducation proportionnée à ses talents naturels. Je suis déjà tombé d'accord que les hommes qui naissent avec le génie du commandement des armées, ou bien avec le génie de tous les grands emplois, et même si l'on veut avec le génie de l'architecture, ne peuvent se manifester qui ne soient secondés par la fortune et servis par les conjonctures. Ainsi j'avoue que la plupart de ces hommes passent quelquefois comme les hommes vulgaires, et qu'ils meurent sans laisser un nom qui apprenne à la postérité qu'ils ont été. Leur talent reste enfoui parce que la fortune ne les déterre pas, mais il n'en est pas de même des hommes qui naissent peintres ou poètes, et c'est d'eux qu'il est ici question uniquement. Par rapport à ces derniers, je regarde à l'arrangement des conditions diverses qui forment la société comme une mer. Les génies médiocres sont submergés, même les génies puissants trouvent enfin le moyen d'aborder au rivage. Les hommes ne naissent pas ce qu'ils sont à l'âge de 30 ans. Avant que d'être maçons, laboureurs ou cordonniers, ils sont longtemps des enfants, ils sont durant longtemps des adolescents propres à faire encore l'apprentissage d'une profession à laquelle ils seraient appelés par leur génie. Le temps que la nature a donné aux enfants destinés à être de grands peintres pour faire leur apprentissage dure jusqu'à 25 ans. Or, le génie qui rend peintre ou poète prévient dès l'enfance l'asservissement de celui qui en est le dépositaire aux emplois mécaniques, et il lui fait chercher de lui-même les voies et les moyens de s'instruire. Supposer qu'un père soit assez dénué de toute protection pour être hors d'état de procurer l'éducation convenable à son enfant qui témoigne une inclination plus noble que celle de ses pareils, un autre en prend soin. Cet enfant la cherche de lui-même avec tant d'ardeur qu'enfin le hasard la lui fournit. Quand je dis le hasard, j'entends chaque occasion prise en particulier, car ces occasions se présentent si fréquemment qu'il faut que le hasard, qui en fait profiter l'enfant dont je parle,
arrive un peu plus tôt ou un peu plus tard. Les enfants nés avec du génie et ceux qui cherchent à instruire des enfants de ce caractère se rencontrent à la fin. On n'est pas en peine comment les enfants de génie nés dans les villes tombent entre les mains des personnes capables de les instruire. Quant à la campagne, dans la meilleure partie de l'Europe, elle est parsemée de couvents dont les religieux ne manquent jamais de faire attention sur un jeune paysan qui montre plus de curiosité et plus d'ouverture d'esprit que ses pareils. On l'y reçoit pour servir à la messe et le voilà à portée de faire les premières études. Il ne lui en faut pas davantage. L'esprit qu'elle lui donne lieu de montrer engage d'autres personnes à l'aider et lui-même, il court au-devant des secours qu'elle lui présente. On doit à ces asiles de génie déplacer une infinité d'excellents sujets. Baillet, à qui nous avons l'obligation d'un grand nombre de livres remplis d'une érudition très recherchée, était tombé dans cette piscine. D'ailleurs, le génie qui détermine un enfant aux lettres ou bien à la peinture lui donne une grande aversion pour les emplois mécaniques auxquels on applique ses égaux. Il prend donc en haine les métiers vils auxquels on voudrait rabaisser l'élévation de son esprit. Cette contrainte pénible dès l'enfance lui devient insupportable à mesure que l'âge lui fait encore mieux sentir et son talent et sa misère. Son instinct et le peu qu'il entend dire du monde lui donnent des lumières confuses de sa vocation. Il sent bien qu'il est hors de sa place. Enfin, il se dérobe de la maison paternelle comme fit Sixte Quinte et comme ont fait encore tant d'autres pour venir dans une ville voisine. Si son génie le détermine à la poésie et par conséquent à l'amour des lettres, son heureux naturel méritera qu'un honnête homme le trouve digne de son attention. Il tombera dans les mains de quelqu'un qui le destinera aux emplois ecclésiastiques. Et toutes les communions chrétiennes sont remplies de personnes charitables qui se font un devoir de procurer l'éducation convenable à des étudiants indigents qui montrent quelques lueurs de génie, et cela dans la vue de procurer de bons sujets à leurs églises. Ces enfants devenus de jeunes gens ne se tiennent pas toujours obligés de suivre les vues pieuses de leur bienfaiteur. Si leur génie les pousse à la poésie, ils s'y livrent, ils s'y adonnent à une profession pour laquelle ils n'avaient pas été destinés, mais dont leur éducation les a rendus capables. Comment croire qu'il reste de bonnes graines sur la terre quand le monde recueille avec soin celles qui donnent la moindre espérance? Je dirais encore plus, quand la malignité des conjonctures aurait asservi l'homme de génie à une profession abjecte avant qu'il eût appris à lire, voilà ce qu'on peut supposer de plus odieux contre la fortune. Son génie ne laisserait pas de se manifester. Il apprendra à lire à 20 ans pour jouir indépendamment de personne du plaisir sensible que font les vers à tout homme qui est né poète. Bientôt il fera lui-même des vers. N'avons-nous pas vu deux poètes se former dans les boutiques de deux métiers qui ne sont pas certainement des plus nobles? Le fameux menuisier de Nevers et le cordonnier réparateur des brodequins d'Apollon. Aubry, maître paveur à Paris, n'a-t-il pas fait représenter depuis 60 ans des tragédies de sa façon? Nous avons même pu voir un cocher qui ne savait pas lire faire des vers très mauvais à la vérité, mais qui ne laisse pas de prouver que la moindre étincelle du feu poétique, le plus grossier, ne saurait être si bien couverte qu'elle ne jette quelques lueurs. Enfin, ce ne sont pas des lettres qu'on enseigne à un homme qui le rendent poète, c'est le génie poétique que la nature lui donne en naissant, qui les lui fait apprendre, en le forçant de chercher des moyens d'acquérir les connaissances propres à perfectionner son talent. L'enfant né avec le génie qui fait les peintres crayonnent avec du charbon dès l'âge de 10 ans. Les saints qu'il voit dans son église, 20 années se passeront-elles avant qu'il trouve une occasion de cultiver son talent? Ce talent ne frappera-t-il personne et qui le mènera dans une ville voisine où sous le maître le plus grossier, il se rendra digne de l'attention d'un plus habile qu'il ira bientôt chercher de province en province. Mais je veux bien que cet enfant reste dans sa bourgade, il y cultivera son génie naturel jusqu'à ce que ses tableaux surprennent quelques passants. Telle fut la destinée du Corrège, qui se trouva être un grand peintre avant que le monde eût entendu dire qu'il y avait dans le bourg de Correggio un jeune homme d'une grande espérance, et qui montrait un talent nouveau dans son art. Si la chose arrive rarement, c'est qu'il naît rarement des génies aussi puissants que celui du Corrège, et qu'il est encore plus rare que de tels génies ne se trouvent point en leur place dès l'âge de 20 ans. Les génies qui demeurent ensevelis toute leur vie, je l'ai déjà dit, sont des génies faibles. Ce sont de ces hommes qui n'auraient jamais songé à peindre ni à composer si l'on ne leur avait pas dit de travailler. De ces hommes qui d'eux-mêmes ne chercheraient jamais l'art, mais auxquels il faut l'indiquer, leur perte n'est pas grande.
ils n'étaient pas nés pour être d'illustres artisans. L'histoire des peintres et des poètes et des autres gens de lettres est donc remplie de faits qui convaincront pleinement que rien ne saurait empêcher les enfants nés avec du génie de franchir la plus grande distance que la naissance puisse mettre entre eux et les écoles. En une pareille matière, les faits sont plus éloquents que le raisonnement ne peut l'être. Que ceux qui ne voudront pas se donner la peine de lire cette histoire fassent du moins réflexion sur la vivacité de la jeunesse, sur sa docilité, sur les voies sans nombre dont nous n'avons indiqué qu'une partie et qui peuvent tout en particulier conduire un enfant jusqu'à une situation où il puisse cultiver ses talents naturels. Ils seront convaincus qu'il est quand même possible que de 100 génies, un seul demeure toujours enseveli, à moins que par une bizarrerie particulière, le hasard ne le fit naître parmi les Tartares kalmouks et qu'on ne l'eût transporté dès son enfance chez les Lapons.